Se peut-il que les ovnis survolent notre planète depuis des siècles et des siècles? Il semble que oui. Si l'ufologie moderne démarre en 1947 avec Kenneth Arnold, ce soir vous allez vous rendre compte que nos ancêtres, eux aussi, voyaient dans le ciel des objets qu'ils n'arrivaient pas à identifier. Les ovnis du passé, ce soir je vous en dis toute la vérité, rien que la vérité. Bien sûr celle de mes invités. Comme toutes les semaines, on est en direct sur tous les réseaux sociaux de BTLV. Alors bonsoir, bienvenue, je suis Bob Belanca. OVNI, phénomènes paranormaux, sociétés secrètes, Big Brother, mystère des pyramides. En exclusivité sur le web, Bob vous dit toute la vérité. Celle de ses invités. Dessins dans les grottes, sur des fresques, dans les tableaux et des récits sacrés, on a la sensation que les ovnis ont toujours été là. Soirée exceptionnelle avec la diffusion d'un documentaire suivi d'un débat, d'une discussion. Les ovnis du passé, c'est ce soir avec le réalisateur lui-même de ce documentaire, David Gallet. Salut David. Salut Bob, et ravi d'être avec vous ce soir. Bah oui, et tu as raison de dire vous, parce qu'il y a bien sûr Egon Kragel qui est avec nous. Salut Egon. Hello Bob, hello David, ravi d'être avec vous. Ça va être une très très belle soirée messieurs, parce que et l'un et l'autre, vous avez bien évidemment sorti des livres, et pas n'importe lesquels. On se souvient que David, avec Christian Doumergue, a sorti La fabuleuse histoire des ovnis, enquête inédite aux éditions de L'Opportun. C'est un joli bouquin, mon David, qui a plutôt bien fonctionné, bien évidemment. Et puis, on se souvient aussi, mon Egon, que toi, tu es dans la collection BTLV Mystère et Inexpliqué, dans l'actualité, avec ce livre, OVNI, sommes-nous en danger, le livre noir de l'ufologie, qui est un vrai carton. Les gens se l'arrachent, les gens sautent par les fenêtres quand ils ne le trouvent pas, ils se suicident, c'est juste normal. L'hystérie, c'est normal. Donc, messieurs, bien évidemment, on va évoquer ce soir ces ovnis du passé. J'ai posé une question, comme je le fais habituellement, bien sûr, sur les réseaux sociaux, pour savoir ce que nos internautes pensaient de ce sujet. Pensez-vous que les ovnis étaient bien là avant 1947? Et vous voyez que la réponse est sans appel. 98% d'entre vous répondent oui et non. Ils sont 2% à répondre. C'est un chiffre qui vous étonne, David? Est-ce que ça t'étonne, un chiffre aussi important? Alors, on rappelle quand même que c'est, bien sûr, sur l'audience de BTLV, hein. Oui, bien sûr. Non, ça ne m'étonne pas forcément, parce qu'effectivement, on a eu plein de choses qui ont été diffusées. Toute la théorie des anciens astronautes, c'est largement diffusé depuis les années 70, et puis tout un tas de séries qui présentent effectivement des ovnis, on va dire, dans le passé. Donc voilà, et puis peut-être qu'effectivement des documentaires ont pu laisser penser qu'il y avait quelque chose dans le passé. Egon, non plus, pas étonné par une telle réponse? Non, pas du tout étonné. Bon, déjà, c'est vrai que 47, c'est un peu une date charnière, parce que ça serait, disons, la naissance de l'ufologie contemporaine, mais on sait qu'avant, il y a eu les Foo Fighters pendant la guerre, on sait qu'il y a eu les fusées fantômes, et en 1896-1897, c'est un incroyable airship déjà qui survolait les États-Unis. Et puis, plus on remonte dans le temps, plus on a un faisceau de détails qui tendent à nous faire dire que effectivement, ce phénomène est là depuis longtemps. Alors, on va évoquer tout cela ce soir. Avant, je voudrais juste vous remercier parce que vous avez été très nombreux et nombreuses à répondre à l'enquête de satisfaction. Et regardez les premiers résultats qu'on a eus. Actuellement, les programmes sont ceux que vous attendiez à 79,7% et pas du tout ce que vous vouliez à 11,11%. Donc on voit qu'il y a une majorité qui sont satisfaits, on ne peut que vous en remercier. On a aussi posé la question, quelle était votre thématique préférée? Vous voyez que la thématique OVNI arrive en deuxième position avec le paranormal qui est tout proche, puisqu'on est à 71,8% et 72,3%. Après on a l'archéologie mystérieuse et puis la spiritualité. Donc on est très content. Et à la dernière question, êtes-vous satisfait du support abonné? Parce que vous êtes souvent nombreux à nous dire merci, ou j'arrive pas à joindre le support. Ben regardez, à 70,7%, vous êtes satisfait du support. Je n'ai pas eu besoin du support abonné. Vous êtes 22,8% à avoir répondu. En tout cas, à chaque fois, c'est 100 personnes, bien sûr, enfin sur 100%. Merci en tout cas d'avoir répondu, parce que sans vous et sans votre retour, on n'a pas grand-chose. Alors, ces ovnis du passé, messieurs, je disais que vous voyez, 98% des gens sont d'accord avec le fait que, bien sûr, nos ancêtres, eux aussi, ont été survolés. On va voir le documentaire de David dans un instant, Les ovnis du passé. Alors, pour les anciens,
c'est un peu les dossiers de l'écran que l'on fait ce soir, Egon et David. C'est quelque chose qui m'a toujours tenu, qui m'a toujours excité, ces dossiers de l'écran. Vous vous rappelez de ces dossiers de l'écran, Egon ? Bien sûr, bien sûr. C'était des belles soirées. C'était des thèmes extrêmement importants et marquants, et puis enrichis par ces débats, même si ce qui était intéressant, c'est de toute façon même les oppositions. Je pense qu'il est toujours important de frotter nos hypothèses comme des silex, parce que c'est de là que sortent toujours quelques étincelles de lumière. David, je voudrais te poser une question. Quel a été l'élément déclencheur pour te plonger dans ces ovnis du passé ? Alors, pour être très honnête, c'est une question que beaucoup d'autres que moi s'étaient posée, c'est-à-dire l'idée même qu'à partir du moment où on observe des phénomènes dans le ciel aujourd'hui, on peut les confondre avec tout un tas de choses, c'est-à-dire des satellites, des fusées, des drones, enfin tout un tas de choses. Donc, pour être certain qu'on n'ait plus rien dans le ciel et qu'on ne puisse pas les confondre avec autre chose qu'éventuellement des lanternes, des Thaïlandaises ou des choses comme ça, il fallait vraiment remonter très loin dans le passé. Et c'est ce qu'on a fait. Alors après, évidemment, il y avait toutes sortes de choses que je pouvais lire moi sur Internet, c'est-à-dire, voilà, on voit des ovnis sur la tapisserie de Beaune, il y a des traces de cosmonautes ou d'astronautes gravés dans tel et tel endroit, etc. Tout ça, c'est né en fait de Daniken et de Jacques Charroux et tous ces gens-là qui, dans les années 70, et d'ailleurs, ils ont fait un dossier de l'écran sur ce sujet-là, on peut le regarder sur les archives de l'INA, parlaient de ça. Donc, ils ont fait naître quelque part ce mythe. C'était une piste très intéressante, mais qui à l'époque était vraiment encombrée de tout un tas de choses. L'idée, c'était de dire, il y a longtemps qu'on n'a pas fait un truc là-dessus, on va se faire un documentaire le plus clair, le plus journalistique et le plus objectif possible sur ce sujet-là. J'espère qu'on l'a réussi, parce que ça ferme pas mal de portes, faut être très clair, mais en même temps, ça en ouvre d'autres qui sont tout à fait extraordinaires. Alors, on va découvrir ce documentaire. J'ai passé il y a quelques instants quelques images. Je propose de regarder le documentaire, donc Les ovnis du passé, avec un réalisateur qui est bien sûr David Gallet. Et puis on se parle après. Délectez-vous de ce joli moment, 50 minutes qui vont vous replonger dans le passé. On regarde et on en parle après. Les ovnis. Le sujet passionne et interpelle le monde entier depuis la fin des années 40. Pour certains, il ne s'agit que de mauvaises interprétations de phénomènes météo ou d'engins conçus par l'homme. Les satellites, les avions, les fusées, les ballons-sondes ou encore les drones, mais aussi les essais militaires top secrets, pourraient être la source de cette confusion. Mais pour d'autres, il s'agit bel et bien d'engins venus d'autres mondes qui nous visiteraient depuis très longtemps. Pour les défenseurs de la présence d'ovnis dans notre ciel, la preuve pourrait se trouver dans notre passé, à une époque où aucune technologie humaine n'était présente dans le ciel ou l'espace. D'après eux, il existerait des archives contenant de véritables histoires de soucoupes volantes consignées dans les chroniques romaines. On trouverait aussi, au Moyen-Âge, la trace de vaisseaux aériens naviguant au-dessus des paysans en utilisant la foudre comme arme de destruction. Les chroniques de la Renaissance foisonneraient de rapports faisant état de fabuleuses apparitions dans le ciel. Des apparitions, pour certaines, clairement semblables aux observations modernes d'OVNI. Alors, qu'en est-il vraiment ? À travers cette enquête, nous allons découvrir que les archives recèlent d'extraordinaires documents. Le passé a bien été le théâtre de phénomènes aériens ou célestes marquants pour toutes les populations de notre planète. Des observations qui furent interprétées comme des apparitions divines, des présages, mais aussi comme d'effroyables signes du ciel. D'après les astronomes, l'univers compte autant d'étoiles que de grains de sable sur notre planète. Certains pensent qu'il y a probablement des millions de mondes habitables et peut-être des planètes où vivraient des êtres intelligents.
voire des civilisations supérieures à la nôtre. Serait-il possible que ces êtres soient déjà venus jusqu'à nous? La plupart des spécialistes des ovnis en sont convaincus. L'un d'entre eux, le journaliste Jean-Claude Bourret, est un précurseur dans ce domaine. Depuis maintenant près de 40 ans, il enquête d'une manière rigoureuse sur le sujet. Même s'il a pu étudier des centaines de dossiers concernant les ovnis, il n'a jamais été le témoin direct d'une observation. Je me suis trouvé confronté à un objet volant non identifié par l'intermédiaire d'une dépêche de l'agence France Presse, qui est l'une des 4 grandes agences de presse internationales, en 1973. Cette AFP racontait l'affaire de Turin. Sur l'aéroport de Turin, le radar civil et le radar militaire avaient détecté un objet volant non identifié en plein jour. Cet ovni avait été photographié par un photographe de presse professionnel, avait été observé par 3 équipages d'avions, poursuivi par un équipage d'avion et photographié par ce photographe de presse professionnel qui était là tout à fait par hasard et qui a vu l'OVNI, l'a photographié et qui a vu l'OVNI avec des milliers d'autres témoins. Donc je me suis dit, mais là on a un cas absolument extraordinaire qui est toujours inexpliqué aujourd'hui. Voilà comment je me suis intéressé aux OVNI. Des témoignages, des photographies ou des vidéos, il en existe aujourd'hui des milliers. Mais quelle que soit l'affaire, le doute persiste toujours. Et pour cause. De nos jours, les logiciels informatiques permettent quasiment tous les trucages en photographie et en vidéo. En imaginant que des centaines de témoins relatent la même observation, prennent des photos sous divers angles et qu'au même moment, des radars enregistrent des données précises, les sceptiques argumenteront notamment qu'il pourrait s'agir là d'essais militaires d'engins top secrets. Dans ces conditions, il paraît presque impossible d'obtenir un jour la preuve irréfutable de la présence d'engins extraterrestres dans notre ciel. Pourtant, au milieu des années 1960, quelques passionnés d'OVNI se sont mis à étudier les textes anciens. Scruter le ciel du passé à une époque où aucun engin aérien construit par l'homme ne parcourait le ciel. Pourrait-on trouver des descriptions d'OVNI dans les chroniques romaines ou médiévales? Évidemment, plus on remonte dans l'histoire des hommes, à des époques où la technologie moderne n'existait pas, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de ballon sonde, il n'y avait pas de satellite artificiel. Quand les gens font des descriptions d'objets volants non identifiés, qu'ils n'appellent pas évidemment ovnis à l'époque, mais les signes mystérieux ou épouvantables ou effrayants vus dans le ciel, là on est bien obligé de dire qu'est-ce qu'ils ont vu. Quand on voit Pline le Jeune, qui, au IIe siècle, voit arriver au-dessus d'un champ de bataille, en plein jour, ce qu'il appelle un bouclier ardent, c'est-à-dire un bouclier qui brûle, et on voit bien ce que c'est qu'un bouclier, hein, c'est quelque chose de rond comme ça. Le champ de bataille s'arrête instantanément parce que c'est un signe du ciel. Chaque camp dit « Ah ben Dieu est avec nous puisqu'il nous envoie un signe », et puis le bouclier reprend sa course et chacun commence à continuer à sortir son épée et à tailler l'autre en pièces en disant « Dieu est avec nous ». Alors c'est quoi au IIe siècle après Jésus-Christ? C'est un satellite artificiel? C'est un ballon sonde? C'est un hélicoptère? C'est les phares d'atterrissage d'un avion? Et on se rend compte que toute l'histoire des hommes est jalonnée par des signes mystérieux, extraordinaires, qui pour moi sont la preuve que nos ancêtres, évidemment aussi, ont vu des objets volants non identifiés. On parle d'objets volants, de phénomènes aériens. Ce qui peut surprendre, c'est qu'à notre époque, une grande partie de la population associe ces apparitions à des visiteurs extraterrestres et non pas aux dieux ou à des manifestations diaboliques comme ce fut le cas dans le passé. Si l'homme d'aujourd'hui pense à des visiteurs venus d'ailleurs, c'est que notre connaissance de l'univers a beaucoup changé. Il y a 140 milliards de soleils dans notre galaxie. On le sait maintenant. Avant, on disait entre 100 et 200 milliards. Maintenant, avec les télescopes qu'on a lancés, on sait qu'il y a 140 milliards. Et on sait depuis 1994 que pratiquement chaque étoile entraîne un cortège de planètes qui tournent autour d'elle. Donc on sait que dans notre galaxie, il y a probablement 1000 à 2000 milliards de planètes. Donc même si vous prenez une hypothèse faible en imaginant que la vie ne peut naître que sur une planète sur 100, une planète sur 1000, une planète sur 1 million, une planète sur 1 milliard, ça fait encore des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de planètes habitées dans notre galaxie. Et il y a un nombre infini de galaxies. Donc, j'ai la certitude que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. J'ai la certitude
que dans l'échelle des intelligences, nous sommes au bas de l'échelle. Nous sommes des primates, nous sommes des primitifs, nous sommes des singes à peine évolués. Et une civilisation qui aurait ne serait-ce que 1000 ans ou 2000 ans d'avance, ce qui n'est rien, parce qu'il peut y avoir des civilisations qui ont des milliards d'avance par rapport à nous, elle se manifesterait à nous sous une forme. Donc là, nous sommes 500 ans avant la naissance du Christ. D'autres sources nous parlent de phénomènes célestes ou atmosphériques étonnants observés dans l'Antiquité, notamment dans les écrits d'un certain Julius Obsequens, auteur du Livre des Prodiges. Cet ouvrage réunit des faits étranges relevés de l'an 249 à l'an 12 avant Jésus-Christ. On y trouve toutes sortes d'événements marquants, brièvement résumés et, notamment, des observations curieuses dans le ciel dont voici quelques exemples. Près de Spolète, un globe de feu de couleur d'or tomba en tournoyant sur la terre. Ayant ensuite augmenté de volume, il s'éleva dans les airs et, porté vers l'Orient, il couvrit l'étendue du soleil. On vit à Tarquinium une torche ardente sillonner l'étendue et tomber soudain. Au coucher du soleil, un corps semblable à un bouclier ardent fut aperçu, se dirigeant de l'Occident vers l'Orient. On vit comme des armes et des javelots s'élever de terre avec un grand bruit et se diriger vers le ciel. Comment expliquer ces mystérieuses observations relevées par plusieurs chroniqueurs romains? Yannis Delianis, historien, diplômé d'une maîtrise en archéologie à l'université de la Sorbonne, étudie ces textes anciens où les références à des phénomènes célestes ou météorologiques inexpliqués ne sont pas rares. Les Romains nous parlent de poutres enflammées qui traversent le ciel. Ils nous parlent d'apparitions, ils nous parlent de globes de feu qui parfois ont des comportements étranges dans le ciel. On a un exemple chez Julius Obsequens d'une boule qu'il nous dit de couleur dorée qui serait descendue pratiquement au niveau du sol pour ensuite remonter. Ce sont des phénomènes qu'on s'explique mal aujourd'hui, qui pourtant sont rapportés de façon plus ou moins précise. Et malheureusement, on ne sait pas quoi en faire de ces observations, de ces rapports. S'il est possible que certaines de ces descriptions, comme les torches ardentes, les poutres enflammées ou les étoiles chevelues, citées dans les chroniques romaines, peuvent se rattacher à l'observation des météorites ou des comètes, il paraît plus difficile d'expliquer la vision d'une boule dorée se posant puis remontant vers le ciel ou d'un bouclier ardent parcourant l'horizon. Quand on parle d'un bouclier, est-ce qu'on implique que l'objet est lui-même métallique, comme on peut le voir pour certains témoignages de soucoupes volantes? Ça, on est bien embêté pour le dire aujourd'hui, parce que notre compréhension de ces termes-là est assez faible en réalité. On les rapproche d'une morphologie, la morphologie est évidente, Les Romains classifiaient leurs prodiges suivant une typologie morphologique, ils les classifiaient en fonction de la forme, mais qu'est-ce que ça représentait exactement? Là est toute la question. Les boucliers volants de l'Antiquité restent donc une énigme pour les historiens. On peut aussi s'interroger sur un autre fait surprenant de ces écrits vieux de 1800 ans. À leur lecture, on s'aperçoit que leurs auteurs ne cherchent jamais à expliquer l'origine de ces phénomènes, comme si cela les dépassait de très loin. Les Romains voyaient des choses dans le ciel qu'ils ne s'expliquaient pas forcément ou qu'ils tentaient d'expliquer par une rupture de l'équilibre de la nature. Donc ils cherchaient des interprétations. Et c'était peut-être ce qui les intéressait le plus en réalité, plus que le phénomène lui-même ou que sa nature, était de savoir ce qu'il fallait en faire et comment le comprendre, comment comprendre ces signes. C'est d'ailleurs l'un de ces signes qui marquera un tournant radical dans l'histoire de l'humanité. En effet, en l'an 312, Constantin, qui s'apprête à combattre pour le trône impérial de Rome, voit soudainement apparaître dans le ciel d'Italie une croix étrange, entourée d'un cercle. Il croit y reconnaître un symbole chrétien.
Pour le futur empereur, c'est bien sûr un message. Alors qu'il ne croyait pas au Dieu des chrétiens, il est désormais persuadé d'être protégé par le Christ. Après sa victoire, Constantin interdira la persécution des chrétiens dans l'Empire, annonçant le début d'une entrée de l'Europe dans l'ère chrétienne. Tout cela suite à l'apparition d'un phénomène étrange dans le ciel d'Italie il y a 17 siècles. Saint-Jacques-des-Arrêts. Ce petit village du Beaujolais est connu pour son église, la seule au monde à abriter un tableau reconnu officiellement comme représentant très clairement des ovnis, une œuvre du peintre Jean Fusaro. C'est celui-ci. Alors Fusaro, sur le plan graphique, il faut parler du plan graphique aussi, il s'en donne à cœur joie, évidemment, qu'il y a une représentation de toutes les phases de l'histoire de Agobard. C'est tempestaire, le blé, le monde rural, la ruralité. Il y a même un petit hameau Beaujolais, là, derrière la croix, en bas, là. Et puis, il y a cette spatialité différente, cette fabuleuse interprétation de ce qu'on appelle des ovnis au jour d'aujourd'hui, hein. Des ovnis, des bateaux qui voguent dans les nuages. Alors, ce sont soit des bateaux, soit des soucoupes, soit des montgolfières, soit des cochons qui volent, soit des oiseaux qui volent. C'est tout à fait un monde où Fusaro se délecte d'abord, parce que c'est un peintre de la délectation. Il se délecte et il laisse parler totalement son imaginaire. Et ça, c'est très très fort, très très fort. L'auteur de ce tableau ne laisse pas tout à fait parler son imagination. Il illustre en effet un récit datant du 8e siècle signé par l'évêque de Lyon, Agobard. Ce dernier relate une histoire tout à fait extraordinaire qui interpellera bien plus tard les amateurs d'ovnis. Michel Rubellin, maître de conférences à l'université Lyon 2, est l'auteur de plusieurs ouvrages de référence sur Agobard. Il nous résume les grandes lignes d'un texte qui semble tout droit sorti d'un roman de science-fiction. Alors, dans ce texte, Agobard nous raconte que dans la région qui est la sienne, c'est-à-dire la région lyonnaise, il y a une croyance qui est partagée par tout le monde. Cette croyance, c'est le fait qu'il y a des gens qu'il appelle les tempestaires, qui sont dotés de pouvoirs pour déclencher la grêle et le tonnerre. Et par conséquent, la grêle, ça veut dire détruire des récoltes, les détruire très rapidement. Et puis, il ajoute aussi qu'on croyait aussi dans l'existence de vaisseaux aériens venant d'un pays s'appelant la Magonie, et que de ces vaisseaux aériens descendaient des individus qui venaient récolter les récoltes détruites par la grêle. Détruites par la grêle, commandées par les tempestaires, et qu'ils prenaient ces récoltes, ils les emmenaient dans leur vaisseau et qu'ils repartaient vers la Magonie. Temps de retrouver d'autres récits issus du folklore qui nous parlent de navires volants pilotés par des êtres venus d'un autre monde. Si l'on n'a pas encore découvert à ce jour de textes équivalents, il existe pourtant des représentations anciennes de vaisseaux naviguant dans le ciel pilotés par des êtres à l'apparence humaine. Ces représentations sont visibles dans une église située dans le monastère de Dekani, au Kosovo. Parmi les fresques et les icônes datant du milieu du XIVe siècle, on peut apercevoir sur une crucifixion 2 engins aériens très particuliers. 2 petits vaisseaux occupés chacun par un homme qui semble faire office de pilote. Une représentation peinte il y a plus de 700 ans et qui, on peut le comprendre, a passionné les amateurs d'ovnis qui pensent avoir trouvé là une véritable preuve d'ovnis dans les temps anciens. Mais pour mieux comprendre, il faut visiter d'autres églises plus proches de nous qui abritent des représentations assez comparables à celles de Dekani. En Belgique, à Chevetogne, se trouve un petit monastère occupé, tout comme au Kosovo, par des religieux orthodoxes. On peut y voir là aussi des fresques représentant des sortes de nefs volantes occupées par des formes humaines.
On retrouve également des formes assez similaires aux vaisseaux de Décanie, des peintures représentant des objets aériens semblant parcourir le ciel et dans lesquels on perçoit des visages humains. Se pourrait-il que nous soyons là en présence d'une certaine symbolique religieuse? Il faut comprendre que dans l'iconographie orthodoxe, on est très sensible au texte biblique. Donc chaque fois qu'il y a une image qu'on voit, cette image, on voit au texte biblique. La fresque de Décanie concerne la crucifixion. Si l'on suit les évangiles, il est mentionné à plusieurs reprises que les ténèbres tombèrent sur Jérusalem de midi à 3 heures le jour de la crucifixion. Pour beaucoup, il s'agirait d'une éclipse. C'est donc pour symboliser cette éclipse que les artistes de Décanie ou de Chevetogne auraient fait figurer une lune et un soleil incarnés de chaque côté de la croix. Mais dans l'Église orthodoxe, cette représentation est plutôt rare. On a un cadre, donc il y a des règles strictes pour peindre tel ou tel saint ou telle scène biblique. Et on a des livres où c'est écrit avec beaucoup de précision. Pour telle scène, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Donc, s'il y a des icônes ou des fresques où on peut voir, par exemple, des éléments qui paraissent bizarres, peut-être il faut se poser la question qui a réalisé cette fresque. Est-ce que c'est un vrai iconographe ou c'est un artiste qui a mis en jeu sa fantaisie? D'autres églises abritent des œuvres dans lesquelles certains ont cru déceler d'étonnantes représentations d'ovnis. C'est le cas de la collégiale Notre-Dame de Beaune. Des tapisseries monumentales datant du XVe siècle sont exposées dans le cœur de l'église. Les personnages, les paysages, les châteaux et même les nuages sont représentés d'une manière assez réaliste pour l'époque. On y perçoit surtout, figurant dans le ciel à 2 reprises, des objets sombres, ressemblant très clairement à ce que l'on nommerait aujourd'hui des soucoupes volantes. Serait-on là face à une volonté des artistes de l'époque de faire figurer une observation particulière dans le ciel du XVe siècle? La réponse à cette énigme se trouve en fait dans l'histoire même des tapisseries. Il faut remonter au commanditaire, au financeur de cette œuvre. Or, il se trouve que l'un des généreux donateurs était le cardinal Jean Rollin, un cardinal que les artistes de l'époque, pour une raison que l'on ignore, n'ont pas pu représenter physiquement sur les tapisseries. Alors, pour le remercier, ils ont tout simplement fait broder sa coiffe, le symbole de son rang, autrement dit son chapeau, au-dessus de tous les autres personnages. Une explication difficilement contestable, même si certains avancent le fait qu'un chapeau de cardinal est toujours représenté en rouge et surtout pas en noir. Il s'avère donc très périlleux de chercher des preuves de l'existence des ovnis dans les peintures, les fresques ou les broderies des siècles passés. Cependant, un travail de recherche dans les archives pourrait permettre de dénicher des cas de phénomènes inexplicables dans le ciel de nos ancêtres. À Paris, au siège de Météo France, on trouve une bibliothèque très riche créée en 1878. On peut y consulter plus de 25 000 ouvrages scientifiques concernant la météorologie, mais aussi les phénomènes extraordinaires qui ont ponctué le ciel du passé. On a la chance d'avoir une bibliothèque qui est très riche et ancienne. On a des livres à partir du XVIe siècle. Et donc on peut retracer un peu comme ça toute l'histoire des connaissances sur l'atmosphère. Et on retrouve dans ces livres les premiers, par exemple, les premières observations de gloire qui avaient été faites au XVIe siècle par Bouguer lors d'un voyage en Amérique du Sud pour mesurer le méridien de la Terre. Donc, disons, il y a des livres sur les aurores boréales aussi qui datent du XVIIe siècle.
tous ces phénomènes fascinent les hommes depuis extrêmement longtemps. L'un des plus anciens ouvrages conservés est un livre rare, souvent cité en référence par les ufologues, le Prodigorium Chronicon de Conrad Lycosthenes, un ouvrage du XVIe siècle en parfait état de conservation. Le livre de Lycosthenes, c'est un livre en latin, c'est le livre des prodiges, qui a été édité en 1557 et qui est une chronique depuis la création, depuis le déluge, d'un ensemble de phénomènes extraordinaires. Alors ces phénomènes extraordinaires peuvent concerner les animaux, alors, ce sont des animaux avec deux têtes, mais dans la plupart des cas, ce sont des phénomènes naturels. Donc il y a un grand nombre d'inondations, justement de parélie, de halos. Il y a énormément de phénomènes lumineux dans l'atmosphère qui s'interprètent assez facilement. Puis il y a des choses plus... Donc on se demande si c'est pas sorti de l'imagination de celui qui a écrit. Par exemple, on voit des bruits des armes dans le ciel, donc des bruits de bataille. On peut penser que ce sont des orages, des tremblements de terre. Enfin, on voit avec des villes qui sont avec des bâtiments qui sont détruits. Donc ce livre est très intéressant parce que chaque phénomène est daté. Et puis donc, il y a un très grand nombre d'illustrations. Alors on se rend compte que ce sont des illustrations qui étaient des gravures au bois et que c'est un petit peu les mêmes illustrations qui resservaient plusieurs fois. Une nouvelle fois, l'auteur de cet ouvrage, tout comme le chroniqueur romain Julius Obsequens, fait donc état de prodiges extraordinaires observés dans le ciel depuis l'Antiquité. On y retrouve, illustrés, les fameux boucliers évoluant dans l'atmosphère, des soleils en pleine nuit, des torches ardentes et autres poutres flamboyantes. Mais à y regarder de plus près, il semblerait très envisageable que la majorité des cas représentés sur ces gravures trouvent aisément des explications météorologiques ou astronomiques. Pour les cas les plus étranges, il faut savoir que l'histoire des hommes a été marquée par des phénomènes cosmiques extraordinaires, mais tout à fait naturels. Des phénomènes qui ont très sûrement interpellé les chroniqueurs du passé. Il y a de temps en temps des phénomènes nouveaux et étonnants. Alors les comètes en font partie, brutalement dans le ciel. C'est une comète qui va rester quelques jours, quelques mois, présente dans le ciel. Les chutes de météorites, c'est autre chose. Alors ou bien c'est une étoile filante dans le ciel, ou bien c'est vraiment une explosion, ou bien c'est vraiment une onde de choc, ou c'est vraiment un cratère à l'arrivée, notre phénomène. Il y a un autre phénomène intéressant qu'on n'a pas vu depuis quelque temps, qui est une supernova. Qu'est-ce que c'est qu'une supernova? C'est une étoile qui, après avoir fabriqué des éléments comme l'oxygène, l'azote, le chlore, le fer, explose. C'est-à-dire, elle s'effondre sur elle-même et rebondit, ça explose. Et entre parenthèses, ce sont des phénomènes essentiels, puisque c'est le mécanisme par lequel nos atomes dans notre corps sont formés. Tout ce que vous avez dans votre corps, c'est-à-dire un peu de chlore, un peu de magnésium, un peu de calcium, etc. et autres, a été fabriqué un jour dans une étoile qui n'est pas le Soleil et qui a explosé. Et un tel phénomène est spectaculaire. Parce que l'étoile, quand elle explose, elle devient pratiquement aussi lumineuse que toute la galaxie. C'est-à-dire aussi lumineuse qu'un milliard d'étoiles. Ce qui veut dire que cet objet est l'objet le plus brillant du ciel. Vous le voyez évidemment la nuit, c'est le plus brillant, mais en même temps, vous le voyez le jour. Il est tellement brillant qu'on le voit de jour. Ah, il est moins brillant que le soleil, d'accord. Mais vous voyez cette étoile nouvelle que vous ne pouvez pas ignorer, qui va durer 20 jours, 30 jours, maximum 100 jours, qui apparaît brutalement et qui ensuite disparaît lentement. On peut en effet largement concevoir qu'une supernova, l'explosion d'une météorite ou l'apparition soudaine d'une nouvelle étoile dans le ciel, ait pu frapper l'esprit de nos ancêtres. Quand un phénomène nouveau apparaît, il y a ceux qui imaginent je ne sais quelle histoire complètement stupide, je dirais même obscurantiste, et puis il y a ceux qui réfléchissent. Et il y a déjà plus de 2000 ans, Lucrèce, qui observait les comètes comme ses contemporains, s'était dit « je ne comprends pas ce que c'est que les comètes, mais si on étudie ce phénomène, et si on réfléchit, on le comprendra. Et un jour viendra où nous comprendrons ce qu'est ce phénomène, qui est un phénomène naturel, probablement. Vous voyez ce que disait Lucrèce il y a 2000 ans. Puis en même temps, certains écrivaient je ne sais quelles histoires rocambolesques sur le sujet. Si de nombreux phénomènes astronomiques étaient connus et étudiés dans l'Antiquité, il semble pourtant que les Grecs, comme les Romains, aient été les témoins de curieuses apparitions. Que pensent les astronomes d'aujourd'hui de ces boucliers ardents ou du cas de ce globe doré qui remontait vers le ciel ? Ce genre de phénomène, ça se rattache à ce qu'on appelle la fragilité du témoignage humain. C'est-à-dire, en gros, quand vous assistez à quelque chose, n'importe quoi, un accident, un phénomène, et on vous demande de témoigner.
Eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez vu, votre cerveau l'interprète. Et votre cerveau l'interprète en fonction de son éducation. Et donc, on a fait cette expérience une fois à Nice, je me souviens, à l'Observatoire de Nice, où le 3e étage d'une fusée soviétique retombait dans la Méditerranée. Et on a dit aux gens, décrivez-nous ce que vous avez vu. Et les gens racontaient leur imagination. Certains, ils mettaient des hublots dans la fusée en question, certains, ils racontaient les bandes dessinées qu'ils avaient vues, ce qu'on avait raconté à côté. Autrement dit, le témoignage humain est relatif à l'éducation que vous avez eue. Donc il est tout à fait naturel que n'importe quel phénomène céleste ou terrestre, vu pour la première fois par quelqu'un, soit considéré comme magique, soit considéré comme extraordinaire. Et on a là des contes qui finalement montrent la richesse de l'imagination humaine. La ville de Nice détient justement un document qui a enflammé l'imagination de nombreux ufologues. Le document en question se trouve aux archives communales et il renfermerait l'un des cas les plus énigmatiques d'OVNI dans le passé. Un petit livret intitulé « Discours des terribles et épouvantables signes apparus sur la mer de Gênes » nous dévoile plusieurs histoires se déroulant en août 1608. Cette année-là, la population aurait été témoin de nombreux prodiges autour de la Méditerranée, notamment en Italie, où les habitants de Gênes furent terrorisés par l'arrivée subite de 3 chars aux carrosses extraordinaires sur le port de la ville. Des chars tirés par des figures de feu, d'où sortaient des hommes dont le corps semblait en partie recouvert d'écailles. Ces hommes sont décrits comme ayant des serpents volants entortillés autour du bras qui sautaient hors de la mer en poussant des cris effroyables. L'auteur nous signale que des gens seraient morts de terreur devant ce spectacle épouvantable et que le Seigneur des lieux aurait ordonné qu'on tire plus de 800 coups de canon contre ces incroyables engins qui n'en furent nullement effrayés. Face à un texte de cette nature, il est assez compréhensible que certains puissent y voir une véritable scène de science-fiction en plein XVIIe siècle. Ce document, il apparaît en 1608. Il fait partie de toute cette littérature de prodiges qui est très florissante au XVIIe siècle. Et c'est ce qu'on appelle un canard. Un canard, c'est un petit pamphlet d'environ 8 pages qui relate des événements prodigieux, ce qu'on appelle à l'époque des signes effroyables, des signes épouvantables, suivant les termes utilisés à l'époque. S'il y avait beaucoup de journaux, de canards dans ce genre à l'époque, se pourrait-il qu'il existe d'autres documents, d'autres sources qui fassent mention de cet événement ? Dans le cas précis de ce canard et de cet événement, qui est quand même un événement qui a duré 15 jours, qui a certainement marqué les esprits, eh bien cet événement, curieusement, ne se retrouve pas dans d'autres documents à Gênes. On n'a aucune chronique aucune chronique génoise qui parle de cet événement, et c'est fort curieux. C'est fort curieux parce que certainement cela implique que l'événement heure des canards. Falsification, témoins influencés par leur culture ou leur imagination, mauvaise interprétation de symboles religieux ou de phénomènes naturels, il paraît donc très difficile de trouver la preuve irréfutable d'observation d'OVNI dans les archives. Difficile, mais pas impossible. Il existe en effet quelques cas troublants qui ne trouvent aujourd'hui encore aucune explication valable. C'est le cas d'une observation faite à Hambourg en 1665 par un astronome et écrivain polonais. Dans le Theatrum Cometicum de Stanisław Lubieniecki, on retrouve plusieurs gravures qui représentent pour la plupart des comètes. Parmi celles-ci, une gravure particulière ne représente pas une comète. L'auteur est également l'observateur de ce phénomène. Il l'observe de chez lui. On voit sur la gravure qu'il a même marqué l'emplacement de l'observation, c'est-à-dire sa maison, son grenier. Il observe le phénomène de chez lui et l'auteur, qui est rompu à l'observation des comètes, il vient d'en observer une la même année, quelques mois plus tôt en avril,
voit ce phénomène apparaître au-dessus de sa ville. On est en juillet. Il observe donc un autre phénomène qui pour lui n'est pas une comète. Et ce n'est pas une comète, c'est un phénomène qui n'apparaît pas sur plusieurs jours. Il est visible que quelques heures, je crois, au-dessus de la ville. Et il note sur cette gravure, il représente les différents états de ce qu'il voit. Et c'est très particulier, c'est assez intéressant. On a l'impression d'avoir un phénomène lumineux qui prend différentes formes, qui change d'orientation et qui se sépare en deux. Difficile cette fois de remettre ce témoignage en cause ou d'y trouver une explication naturelle connue. D'autres auteurs à l'esprit également scientifique relateront eux aussi des observations extraordinaires dans le ciel au XVIIIe et XIXe siècle. On peut par exemple découvrir dans un traité de météorologie paru en Belgique en 1837 l'étrange spectacle qui eut lieu dans le ciel des Pays-Bas durant l'été 1812. Le 23 août, vers les 9h du soir, M. Nieuwenhuis, ministre à Utrecht, revenant d'une maison de campagne, aperçut dans le ciel une bande de la largeur de 2 fois le diamètre de la Lune. Au commencement, elle parut formée de quelques traits de feu parallèles, qui allaient en se rapprochant puis se réunissaient. La lumière augmenta par degrés, la bande devint rouge de feu, et le milieu comme le fer incandescent. Et il s'en élança des rayons enflammés, qui à 3 reprises différentes s'épanouirent et se contractèrent en se dirigeant vers le nord. Tout à coup, il en partit un corps semblable à une étoile rouge de feu. En peu d'instants, elle devint grande comme la moitié de la Lune. Sa lumière devint étincelante et presque aussi éclatante que celle du soleil couchant. Ce globe retourna alors dans le milieu de la bande dont il était sorti. Il a ensuite poursuivi sa route au-delà, et son éclat s'affaiblit en raison de la distance. Là encore, ce phénomène observé aux Pays-Bas il y a plus de 200 ans reste une affaire totalement inexpliquée. Un autre cas très différent s'est déroulé à peu près à la même époque sur la commune de Migné, située à quelques kilomètres de Poitiers. Le 17 décembre 1826, en fin d'après-midi, plus de 2000 personnes étaient réunies pour la plantation d'une nouvelle croix de mission devant l'église. Le prêtre était en train de faire son sermon, évoquant l'apparition de la croix de Constantin au IVe siècle, quand soudain est apparue dans le ciel, au-dessus des personnes réunies, une croix couchée de plus de 40 mètres de long, lumineuse, d'une couleur grise rosée, dont les contours étaient parfaitement nets. C'est pendant qu'il parlait de cette victoire de la croix que brusquement les gens ont été détournés, ne l'ont plus écouté. Il a essayé de parler plus fort et son confrère a dû intervenir en lui disant « Mais cessez de parler de l'apparition à Constantin, regardez ce qui se passe ». Et c'est là qu'il y avait une grande croix lumineuse qui était apparue dans le ciel, mais une croix couchée, sans Christ dessus, une croix lumineuse couchée. L'émotion fut immense. La plupart des gens présents se mirent à pleurer, à crier, mais surtout à prier. Cette croix gigantesque, située seulement à une 60aine de mètres au-dessus de leur tête, était silencieuse, immobile et surtout d'une netteté parfaite, diront les témoins. Ces gens, pour la plupart des paysans qui avaient donc l'habitude des phénomènes naturels, n'ont a priori pas pu confondre cette apparition avec un nuage à la forme particulière. D'ailleurs, les rapports de l'époque font état d'un ciel parfaitement clair ce jour-là. La croix resta en place durant plusieurs dizaines de minutes.
Elle était restée très, très figée, très fixe, donc sans aucun mouvement. Et elle a disparu parce qu'après le prédicateur, évidemment, il avait perdu l'attention de ses fidèles. Il ne lui restait plus qu'une chose, il a essayé d'entonner le chant « Vive Jésus, vive sa croix » qu'on chantait lors de ses plantations de croix. Mais ça n'a pas trop bien marché, les gens étaient trop perturbés par cette croix apparue pour pouvoir chanter. Alors, de guerre lasse, il a fait rentrer les gens dans l'église pour rendre grâce à Dieu. Et comme ça, dans l'église, il pensait avoir nouveau son peuple en main, le peuple qui lui échappait à l'extérieur. Une petite partie des gens présents n'avaient pas pu rentrer dans l'église. Certains étaient restés à l'extérieur. Quelques personnes ont donc encore pu observer plus longuement cette croix aux particularités si étonnantes. Il y a même le témoignage d'une dame qui est citée dans la commission d'enquête, qui repartait et qui par le haut, donc en montant, puisque nous sommes un peu dans le creux, et qui a les collines d'alentour, qu'elle voyait encore la croix couchée, donc en partant tout de suite pendant que les gens allaient dans l'église, elle la voyait encore de haut, à peu près à sa hauteur. Si l'on résume, il ne paraît pas envisageable que cette population ait pu faire face à un phénomène météorologique connu. Peu probable également de trouver une explication du côté de l'astronomie. Reste l'hypothèse d'un canular, une théorie qui a aussi eu quelques adeptes peu après l'apparition. Certains avançaient qu'il était possible d'obtenir un résultat similaire en installant une croix de bois léger sur un système de câbles tendus sur des centaines de mètres. Donc vous avez pu vous-même voir que ce n'était guère possible des câbles parce que c'est quand même très éloigné et puis les collines ne sont pas élevées à ce point-là que des câbles auraient pu supporter une croix. Non, l'autre c'était la théorie du cerf-volant, donc qu'apporte ce témoin qui voudrait absolument dire qu'elle n'ait pas eu lieu. Mais là aussi, le maire de Migné lui a envoyé une lettre officielle, d'ailleurs qui est publiée, l'invitant à venir sur place, à faire son montage de cerf-volant pour montrer que ce serait possible. Mais finalement, il ne s'est jamais présenté. Il faut également admettre que si cette apparition n'était qu'une escroquerie conçue par un petit groupe, l'opération aurait nécessité un bon nombre de complices. La croix en question faisant tout de même plus de 40 mètres de long. Difficile de ne pas être vu et de rester discret pour installer un tel monument à 60 mètres de haut sur une place publique en plein jour. De plus, les années passant, personne n'a jamais avoué avoir participé à une telle action. Enfin, si des gens d'église avaient organisé et créé de toutes pièces cette apparition dans un but de propagande, ils auraient utilisé leur propre code, respecté le dogme catholique. Or, la croix qui est apparue dans le ciel de Migné en 1826 est dans le sens contraire au rite chrétien. L'évêque a fait, quand il a fait reconstruire l'église pour garder un souvenir de l'apparition, il l'a fait reconstruire en la retournant en quelque sorte à l'endroit exact où est apparue la croix. C'est pour cette raison que l'église actuelle, donc puisqu'on a rajouté le chœur et le transept, est tournée vers l'ouest, donc en sens inverse de toutes les autres églises. Donc pour moi, c'est plutôt un signe que de sortir, d'aller vers le monde, de regarder en avant. Cette histoire de la croix de Migné reste aujourd'hui encore classée dans la catégorie des apparitions divines, tout comme la croix apparue à Constantin ou les nombreux prodiges observés à toutes les époques de l'histoire humaine. Nous l'avons vu, une très grande partie des cas décrits par les ufologues comme étant des preuves de l'existence des ovnis dans le passé peuvent trouver des explications rationnelles. Mais une chose est certaine, les archives contiennent bien des cas d'observation de phénomènes extraordinaires et inexpliqués dans le ciel du passé. Toutes les civilisations qui furent témoins de ces prodigieuses apparitions y ont perçu un signe interprété comme magique ou divin. Aujourd'hui, à notre tour, nous interprétons ces signes en y voyant la présence de technologies venues d'autres planètes. Une croyance qui nous permettrait d'accréditer la thèse selon laquelle nous rentrerons un jour en contact avec une civilisation plus évoluée que la nôtre. Pour certains adeptes de la théorie extraterrestre, à travers les signes, les apparitions ou les prodiges du passé, les ovnis n'ont jamais cessé de nous envoyer un signal. Le signal magique de la présence d'autres civilisations dans l'univers. Mais ces civilisations auraient-elles vraiment un intérêt à communiquer avec nous ? Est-ce qu'on communique avec la civilisation des fourmis? Est-ce qu'on communique avec la civilisation des abeilles? Est-ce qu'on communique avec un escargot? Vous imaginez un escargot, il pleut, il sort de sa coquille,
Il avance comme ça, et puis il y a quelque chose de vertical. Il monte, et c'est un piquet qui tient une glissière de sécurité d'autoroute. Il est au sommet, et puis avec ses 2 petites antennes au bout duquel il y a les yeux, il regarde, il voit passer des lumières comme ça. Est-ce qu'il peut savoir ce que c'est qu'une voiture? Est-ce qu'il peut savoir la différence entre un moteur diesel et un moteur essence? Est-ce qu'il peut imaginer que dans ces voitures, il y a un homme avec une carte de crédit, une puce électronique, un code qu'on rentre dans une machine pour retirer de l'argent? C'est un monde qu'il ne peut même pas imaginer. Et ben, je pense qu'il y a la même différence entre l'escargot et nous qu'entre nous et certaines civilisations extraterrestres. Magnifique documentaire que l'on doit à monsieur David Gallet. David, bravo, parce que ça a été encore une fois un très joli moment partagé avec quelques centaines et centaines de personnes. Je crois qu'on a dépassé plus de 1000 personnes à l'instant T, donc qui regardent ce documentaire et qui ont vu, et donc j'imagine qu'en replay ça va être un carton. On est ravis en tout cas avec Egon, on se disait que c'était vraiment très joli parce que on va pouvoir maintenant engager cette discussion sur ces ovnis du passé. Moi, je voudrais quand même, David, faire remarquer, bon, j'imagine que tout le monde l'a remarqué, c'est le côté quand même très religiosité de ces ovnis en leur temps. Effectivement, j'ai eu pas mal de réflexions. Il y a des gens qui disaient effectivement que Colette, par exemple, ces extraterrestres étaient devenus des dieux pour les tribus, pour les gens qui les avaient vus en leur temps. Il y a ce côté quand même très religiosité quand même. Alors oui, bien sûr, on l'a vu dans le documentaire, c'est de l'interprétation, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on voit quelque chose qu'on n'explique pas, très très rapidement, on va y mettre notre culture, nos mythes, nos légendes, nos croyances, et donc ça devient le diable, ça devient un ange, ça devient tout ce qu'on veut. Donc c'est ça la difficulté d'ailleurs, c'est ce qu'on dit dans le documentaire. La vraie difficulté, c'est essayer de faire le tri là-dedans. C'est-à-dire effectivement, quand des Romains parlent de bouclier ardent, c'est quand même plus précis que dire on a vu comme Ézéchiel par exemple 2 roues avec des bêtes à moitié humaines, moitié animales qui sont sorties de ces 2 roues enflammées. Voilà, faut vraiment faire super gaffe aux interprétations. Je précise qu'on a fait donc un livre avec Christian Doumergue qui s'appelle La fabuleuse histoire des ovnis. En fait, l'idée de ce livre est née juste après la réalisation du documentaire, parce qu'on avait tellement de choses à dire qu'évidemment, en 52 minutes, c'est pas possible. Et donc que ce livre-là, eh bien, contient beaucoup plus de cas, soit expliqués, explicables, soit au contraire qui gardent vraiment des interrogations. C'est ce qui m'a surpris en réalisant ce documentaire. Je me suis dit, mais à un moment, on va finir par trouver la preuve que dans le passé, ils ont vu quelque chose de technologique, j'allais dire extraterrestre, mais en tout cas de technologique, une technologie qui les dépassait de très loin, en tout cas. Et on a approché ça, on n'a pas encore réussi à avoir la clé de l'énigme, même si on sent bien que, on va dire que les civilisations qui nous ont précédés ont réellement observé des choses tout à fait extraordinaires. Encore une fois, explicables pour bon nombre de cas, et une petite portion qui reste tout à fait énigmatique. Oui, parce que Egon, finalement, c'est ça qui est intéressant dans le documentaire de David, c'est que on ne penche pas, on n'est pas dans ça y est, les ovnis sont là, tout le monde l'a vu, etc. Et ce qui est intéressant chez David, c'est qu'il montre aussi les explications, et c'est ainsi qu'il faut peut-être aussi aborder ce sujet. Tout à fait, c'est exemplaire parce qu'il faut toujours faire preuve de prudence. Hein. Et David le fait vraiment bien dans le documentaire, c'est-à-dire qu'il faut peser le pour et le contre. Pour revenir sur la religiosité, je voudrais juste dire une chose, et même par rapport à David, on pourrait aussi poser le regard d'une façon différente sur ces phénomènes, c'est-à-dire soit se dire que les témoins ont vu quelque chose d'absolument incroyable et qu'ils ont puisé dans leur banque de données religieuse, parce que la religion était au cœur de tout,
Et ils ont tenté d'expliquer ça avec ce qui se possédait au niveau de la religiosité, mais on pourrait aussi considérer le problème d'un autre niveau en se disant, est-ce que ce ne sont pas ces phénomènes qui ont induit les spiritualités et qui ont fait naître et fleurir partout des religiosités. Moi, je l'ai vu en Amérique du Sud, ça, beaucoup, quand j'étais en Amérique du Sud, ou en Bolivie, au Pérou, où on me racontait des histoires de Viracocha, de personnages qui sont descendus dans des espèces de machines. Et ça a induit les spiritualités Inca, Mochica, etc. Donc, il y a les Vinamas aussi en Inde, ou tout un tas de choses. Les Vimanas, absolument. Qui pourraient, justement, on voulait en parler sur le chat. Il y a, je crois que c'est Véronique qui disait, est-ce qu'on va parler des Vimanas, etc. T'es pas allé volontairement sur ce type voilà, parce que là, on remonte à très très loin, mais c'est vrai qu'on voit dans les grottes, on voit des choses assez incroyables. Alors voilà, ça, ce genre d'image, c'est tout à fait interprétable. C'est-à-dire qu'il faut imaginer des danses tribales en Afrique, il y a, même encore aujourd'hui, mais il y a 150 ans. Si on devait dessiner les masques qui sont utilisés pour ces danses tribales, effectivement, ça peut tout à fait faire penser à ça. Je veux dire, alors après, effectivement, on peut se dire aussi l'effet inverse. D'où viennent ces masques? Parce qu'il y a des masques où on voit des grands yeux noirs, comme on peut le voir, ou des choses comme ça. Est-ce que ça a été inspiré par une rencontre du troisième type, ou alors c'est une imitation relativement, simple, on va dire, de phénomènes naturels ou de la nature, tout simplement. Mais finalement, c'est ce que disait, et on voit ici encore notre dessin avec des doigts grands et puis ce qui ressemble à une alors, soit c'est une coiffe, soit c'est un casque, effectivement. Mais ce qui est intéressant... Et un petit zizi aussi, un passage. Le zizi, il est partout, hein, donc voilà. Donc, non, ce qui est intéressant également, ce que disait Egon, c'est qu'est-ce qui a finalement introduit la religion? Est-ce que ce sont ces dieux venus du ciel, comme ils les ont peut-être appelés ou qu'ils les ont évoqués, ou alors ils sont devenus dieux parce qu'ils ont vu des choses descendre du ciel? Et là, c'est exactement pareil pour ces représentations. Soit ils les ont calquées sur quelque chose qu'ils ont vu, ou soit c'est ces représentations qu'on pourrait interpréter, qu'on a interprétées comme des extraterrestres. Oui, c'est la fait la poule. Hein. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est-à-dire quels sont les éléments qui ont induit les développements d'une spiritualité? Est-ce qu'on a calqué sur des éléments naturels, par exemple, ou des choses considérées comme prodigieuses à l'époque, notre façon de vivre une spiritualité, ou est-ce que ce sont ces éléments qui ont créé une spiritualité? Oui, c'est exactement ça. Qui a créé quoi en fait, je suis aussi passionné par les cultures amérindiennes. David, là, il y a aussi des choses absolument... Je ne sais pas si tu connais ça, mais il y a des choses absolument incroyables. La façon dont les Amérindiens... regarde. Il y a plein de choses dans le ciel. Absolument. Il y a plein de choses dans le ciel. Par exemple, si on prend par exemple les cultures effectivement d'Afrique du Sud, les civilisations d'Afrique du Sud, on va parler par exemple d'un serpent à plumes, par exemple. Ce qu'on pourrait rapprocher éventuellement des dragons en Europe et en Chine. On voit des dragons absolument sur toute la planète. Ce qui ne veut pas dire que le dragon a vraiment existé. Ce qui veut dire qu'ils ont puisé dans quelque chose qui les a marqués. Et moi, alors c'est une interprétation, je pense qu'ils ont tout simplement trouvé des ossements de ce qu'ils appelleraient des poulets géants ou des reptiles, ce qui était tout simplement des œufs et des os de dinosaures. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand on trouve ça, on trouve des os géants avec peut-être des écailles ou des choses comme ça, ils se sont dit il y avait un reptile qui volait et qui était géant dans le ciel. Et partout sur la planète, sauf sur la banquise, c'est-à-dire là où on n'a pas trouvé en fait de traces de dinosaures, de fossiles de dinosaures, par exemple. Alors, attends. Alors là, il vient d'y avoir une découverte. On en a parlé la semaine dernière avec Patrice Pouillard en Antarctique. Ils ont retrouvé, ça y est, des ossements de dinosaures. Donc voilà, donc c'est intéressant. Ça vient de tomber. C'est tombé il y a pas longtemps. Et effectivement, donc on peut imaginer, parce que avant le Trias récent, avant qu'il y ait bien sûr cette période glaciaire.
on se rappelle que le Groenland, c'est la Terre verte, hein, donc voilà, il y avait certainement des animaux. Juste, il y a une question qui est intéressante, puisqu'on parle quand même des ovnis du passé, c'est Stéphane Boulmé-Nemaska qui dit: est-ce que les réponses, selon vous, sont peut-être dans les archives du Vatican ou dans un département secret américain? Alors là, on est dans le complot absolu, c'est-à-dire qu'on nous cache tout, on nous dit rien. Est-ce que vous avez la sensation, parce que c'est vrai que les archives du Vatican sont assez secrètes, bon déjà, il faut les comprendre. J'y suis allé, passage. Archives secrètes du Vatican, elles ne sont pas si secrètes que ça, et on peut y aller à partir du moment où est-ce que tu as accès à tout? Alors non, on n'a pas accès à tout. Évidemment, Monsieur Gallet. La bibliothèque privée du pape, ce sont, là pour le coup, c'est vraiment les archives secrètes du Vatican. Sinon, ça a été ouvert en 1947 pour des histoires, tout simplement avec la communauté juive qui voulait avoir accès à des archives pour savoir si les catholiques s'étaient mêlés aux nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que tu as l'impression, Egon, peut-être que finalement, il y a des secrets comme ça enfouis dans des archives, et même aux États-Unis, etc. Alors on va évoquer les Foo Fighters dans un instant, parce qu'on a une émission qu'on a postée lundi avec Jean-Claude Sidoun, mais est-ce que oui, tu as l'impression que finalement... Parce que force est de constater quand même, quand on voit le film de David, que ça fait longtemps qu'on mentionne ces objets. Alors, effectivement, et dans le film, ce qui est vachement bien, c'est qu'on voit aussi pas mal de spécialistes dire attention, il y a interprétation, il y a allégorie, il y a symbole, qu'on peut tout imaginer. La preuve en est ce chapeau dans cette tapisserie, tout en sachant que, et tu le mentionnes, qu'on mettait jamais un chapeau noir, il était rouge en plus. Mais voilà, donc est-ce que tu as la sensation que peut-être, effectivement, il y a une volonté, depuis toujours, parce que ça pouvait déranger peut-être les instances ancienne, et même la religion, de voir des gens qui viennent d'ailleurs, ou les croyances? Depuis toujours. Je relisais les œuvres de Camille Flammarion, par exemple, qui lui avait ouvert le dossier vraiment sur les mondes habitables, etc. Et d'ailleurs, les prodiges, des choses incroyables, ses forces... on sait qu'il était aussi intéressé par les fantômes et les spirites. Et on voit déjà qu'à l'époque, il y avait une levée de boucliers absolument incroyable. C'est-à-dire qu'on a essayé de le faire taire. Je suis retombé sur des articles de presse de l'époque d'une férocité contre lui, c'est-à-dire avec la doxa qui s'acharnait contre lui. Donc, je pense qu'il y a toujours... Il y a toujours un rationalisme qui fait que, de toute façon, quand on va vers l'ouverture, il y a toujours des opérateurs de clôture qui sont là en train de nous dire non, attention, vous allez trop loin, il faut pas... Parce que c'est rassurant aussi. Il n'y a pas que... Je pense que cacher, c'est pas spécialement pour dissimuler aussi systématiquement, c'est aussi pour se rassurer soi-même. Le déni, on le connaît, on préfère fermer les yeux, et comme les enfants, quand on ferme les yeux, on a l'impression que les choses n'existent plus. Mais ce n'est qu'une illusion. Il y a Yann Led 21 qui dit quelque chose d'intéressant. Pourquoi faire des peintures qui font des références à des êtres du ciel, et pourquoi faire des figures sur le sol qui ne sont visibles que depuis le ciel? C'est vrai que on a quand même des choses qui sont assez troublantes sur la planète. Donc on a retrouvé Nazca, et puis pas que là. Je me souviens, on en a retrouvé partout. Hein, en Angleterre, il y en a des géoglyphes géants comme ça, etc. Donc c'est des cadeaux aux dieux en fait. Hein, c'est tout simplement ça. C'est-à-dire que persuadé que les dieux, le problème c'est de savoir pourquoi les dieux sont dans le ciel et pas sous terre. Oui, déjà. C'est plutôt démoniaque, c'est sous terre. Et l'idée même que du ciel, on doit voir ce que les hommes produisent, c'est un cadeau, une offrande en quelque sorte aux dieux. Donc il y avait des dessins, des pétroglyphes, tout ce que vous voulez. Tout ça, c'est vraiment fait pour des cadeaux. Alors c'est pas moi qui le dis, ce sont des spécialistes, des historiens, etc. De là à avoir effectivement des pistes extraterrestres, enfin des pistes d'atterrissage extraterrestres, comme c'était un peu la mode de le dire dans les années 70 et 80. Moi, je ne vais pas là-dessus, c'est clair. Parce que effectivement, il y a beaucoup de raccourcis aussi. Il y a aussi des gens qui veulent y voir. Il y a quelqu'un qui dit quelque chose de très intéressant dans le bouquin et qui nous ramène au festival d'absurdité évoqué souvent ici par Egon et Aimé Michel qui avait dit ça, parce que effectivement, le cerveau, quand il voit quelque chose qu'il ne comprend pas, il a besoin de se raccrocher à une référence. Alors, ce que je voudrais dire, justement, c'est que ce qui est très intéressant, ce qu'on voit dans le documentaire de David, c'est qu'on voit ces objets, on parle de boucliers volants, de poutres enflammées, de croix, d'armes, etc. Moi, dans le livre, je ne sais pas si tu as vu tout au début, justement, j'évoque ce festival d'absurdité contemporain, c'est-à-dire qui commence en 54. Et ces objets qu'on a vus défient l'entendement. On parle d'équerres boulues, on parle
de cônes velus, on parle de gâteaux de mariage, on parle de... Enfin, c'est-à-dire que je pense qu'il y a des phénomènes, encore aujourd'hui, dont on ne peut pas prendre la mesure. Alors imagine, je ne sais pas, en 700, en 1200, en 1800, encore aujourd'hui, nous, avec nos moyens, notre technologie qui se dit avancée, on est incapable de comprendre et d'appréhender la pluralité de notre réel. Donc soyons humbles. Moi, ce que je trouve intéressant aussi, il y a Mad le gamer qui dit il y a deux problèmes. Les ovnis sont-ils de nature matérielle et surtout comment les ovnis d'une planète hyper éloignée va donc faire pour se déplacer. Et là, on en revient et je voudrais avoir votre sentiment là-dessus. Finalement, à l'étude de ce phénomène ovni, parce qu'on l'étudie que par nos connaissances, que par le biais des connaissances que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire que Nathalie Cabrol, dont on parle beaucoup actuellement sur les réseaux, qui travaille au CETI, qui a travaillé à la NASA, dit quand même il faut juste arriver à imaginer une civilisation qui a juste 1000 ans. Mais Bourré le dit d'ailleurs dans le truc. Voilà, c'est ça, on a du mal à l'imaginer. Et donc, ça fait de nous la civilisation par notre prisme la plus intelligente, mais on peut imaginer que 200 ans, 300 ans, 1000 ans avant nous, on a des gens qui arrivent à se déplacer avec je sais pas, des engins ou peut-être même des trous de verre, je sais pas, qu'on n'arrive pas nous à utiliser, Egon. C'est le grand problème philosophique. C'est le grand problème philosophique, c'est-à-dire qu'on ne peut parler que de soi-même. On ne voit les choses qu'à partir de soi-même. Est-ce que nos sens sont capables de nous rendre compte de la réalité? C'est déjà la première question. J'en doute fort. Je pense que nous vivons à notre mesure, comme le disait Jean-Claude dans le documentaire. L'escargot est à sa mesure sur ce rail d'autoroute. Il ne peut pas avoir conscience d'une carte de crédit dans la poche d'un conducteur. Et je pense que c'est pareil. Nous sommes à notre mesure et au fond, les choses sont bien. Chaque chose à sa mesure et ce serait bien que justement qu'on y reste parce qu'au fond, c'est ce bel équilibre qu'est la vie. Alors, j'avais promis à David de rendre hommage à l'escargot qui est décédé, je crois, c'est ça ? Oui, malheureusement, Guy, comme on l'appelait, malheureusement, est décédé récemment. Il a eu une belle vie quand même, et puis effectivement, il a pu avoir sa carrière qui s'est limitée à un rail d'autoroute. T'es vraiment un abruti, David. Parce que la dernière fois, il y a 2 jours, hier, je crois que je suis en train de regarder le documentaire, et il me dit à la fin, il m'envoie un texto, il me dit bon, l'escargot est mort. Je lui dis, je te promets qu'on voit dans le truc, on lui rendra hommage. Eh ben, écoute, voilà. Et je voudrais juste dire aussi une chose. Je lisais dernièrement les sagas de Scandinavie, les sagas vikings, et c'est aussi des sources absolument incroyables de phénomènes dans le ciel. Les dieux se déplacent dans le ciel, Thor, Frier et tout ça. Enfin, voilà. Moi, ce qui m'étonne toujours, c'est qu'il y a quand même une sorte de constance. Et c'est-à-dire qu'on se penche en Papouasie, qu'on se penche chez les Amérindiens, qu'on se penche en Scandinavie, qu'on se penche en Chine. Il y a quand même quelque chose qui nous relie. Alors, est-ce que c'est l'humanité ? Peut-être, ou est-ce que c'est autre chose? C'est la grande question. Alors on sait que ces phénomènes aériens, ils ont évolué puisque on est passé des phénomènes qui étaient souvent comparés à des croix, des choses, en fait des symboles que les gens peut-être connaissaient. On a eu dans les années 90 les fameux triangles. Là les boules reviennent énormément et ces boules qu'on pourrait appeler des Foo Fighters, on se rappelle que dans les années 39-45, pendant la Seconde Guerre mondiale, elles ont été vues par de nombreux témoins. Par pratiquement tous les aviateurs de la RAF britanniques. Et puis quels que soient, même les Allemands, les aviateurs allemands, ils ont vu, les Américains, etc. Les Japonais, etc. Oui. Alors je propose de regarder un extrait d'une émission qu'on a postée en ligne sur BTLV lundi, les Foo Fighters, l'énigme des Foo Fighters avec Jean-Claude Siloun. Le phénomène OVNI, par moment, il est associé à ces fameux... Oops, I did it again, comme disait notre ami et philosophe, comment s'appelle-t-elle déjà c'était Britney Spears. Grande philosophe, donc j'ai ma petite bécane qui est coincée, donc je ne sais pas pourquoi. Donc, voilà, je voulais évoquer les Foo Fighters. Effectivement, pendant cette Seconde Guerre mondiale, on a eu ces boules lumineuses qui ont beaucoup perturbé les pilotes, parce que
elles ont disparu à la fin de la guerre. Absolument. À la fin de la guerre, dès 1945, on n'entend plus jamais parler des Foo Fighters. Là, on en revoit quand même, puisqu'il y a beaucoup de... Ce sont des sphères, mais les Foo Fighters avaient une certaine particularité. Les pilotes les décrivent un peu comme des espèces de boules de Noël. Certaines sont translucides, certaines sont comme du bronze, mais elles ont une spécificité, elles suivent les avions. Voilà. Elles surgissaient de nulle part. Parfois, les pilotes disaient qu'elles montaient du sol, et puis elles jouaient. Vraiment, elles jouaient avec les pilotes. Tous les pilotes de l'époque, de la RAF, disent qu'ils étaient persuadés qu'elles étaient intelligentes. Alors, justement, c'est ce que dit Jean-Claude. En tout cas, c'est ce qu'il évoque. On va voir si la machine, en tout cas, si les dieux extraterrestres veulent absolument me permettre de balancer l'extrait. Regardez. Le phénomène OVNI, par moment, il est associé à ces fameuses boules lumineuses. Alors on a pensé, par la suite, quand le projet Blue Book a été mis en place, dans les années qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale, je veux dire, on a pensé qu'il pouvait y avoir une concomitance entre les boules lumineuses et les observations d'OVNI. Mais ces boules lumineuses n'ont jamais disparu, en fait. On a cherché à savoir d'où elles pouvaient provenir. Bon, évidemment, on n'a pas d'explication. On sait une chose, c'est qu'on ne sait pas les faire. Mais ces fameuses boules donnent l'impression d'être intelligentes. Elles copient les mouvements des avions, elles copient les mouvements des aviateurs quand ils sont à l'intérieur. Donc en réalité, soit elle est programmée, cette fameuse boule lumineuse, ou soit elle est intelligente. Voilà l'énigme des Foo Fighters avec Jean-Claude Sidoun. On a posté l'émission lundi et c'est déjà un succès d'audience puisque les replays cartonnent. Ils sont à votre disposition, bien sûr, si vous êtes abonné à BTLV. On ne le rappellera jamais assez. S'il y a du clair, c'est parce que des abonnés nous suivent depuis de nombreuses années, sont abonnés à btlv.fr et ont accès à des émissions que vous ne verrez jamais en clair. En tout cas, je suis avec David Gallet ce soir et Egon Kragel pour les ovnis du passé. On vous en dit toute la vérité, rien que la vérité est celle de mes invités, parce que moi, je n'ai aucune vérité. Je ne suis là que pour poser des questions. Juste une question, on va revenir à l'actualité, parce qu'on a bien vu là, 1945, les ovnis du passé. On vient de voir quand même qu'il y a un rapport du Pentagone qui est sorti, là, il y a quelques jours, puisqu'on l'a posté sur btlv.fr, qui montre quand même qu'il y a, messieurs, 171 cas qui sont... pour le Pentagone, pour les officines qui travaillent, inexpliqués. En 21, on était sur 140 cas, 144 cas, dont un seul cas avait été expliqué, c'était un ballon qui s'était dégonflé. Là, on est tombé à 346 cas, puisque de nouveaux rapports sont arrivés, et effectivement, sur ces 346 cas... Scott Bray, d'ailleurs, responsable de la Navy, disait que depuis les années 2000, de toute façon, toutes ces observations ne faisaient qu'augmenter. Voilà, et ce qui est intéressant, c'est que, et là, je pense que vous serez d'accord avec nous, parce que ça fait avancer le dossier, avancer le dossier, c'est que la NASA a permis à ses scientifiques de travailler sur le sujet. Ils ont même fait une petite officine. Et permis aux autres, même sur leur temps personnel, si vous avez des infos, n'hésitez pas à en parler. Vous serez plus moqués comme là. On l'a vu également pour les pilotes. On voit quand même, David, que là, il y a une vraie volonté d'avancer sur le dossier. Oui, il y a une vraie volonté. Le truc, c'est se demander quel est l'intérêt. L'intérêt pour l'armée américaine, le Pentagone et tout ça. C'est-à-dire que moi, à partir du moment où ils sortent des dossiers, des vidéos ou tout un tas de choses, je me dis quand même, ces gens-là sont quand même censés protéger le territoire américain, notamment, et donc d'en assurer la sûreté. À partir du moment où ils avouent qu'ils ne sont pas capables d'assurer face à des objets ou à des choses en tout cas qui les dépassent apparemment technologiquement de loin, c'est un aveu de faiblesse quand même difficile à digérer pour l'armée, quoi. Donc je me demande toujours pourquoi ils font ça, et si oui... c'est une question de sécurité nationale, David, non? Quand même, s'ils font ça, c'est que... Oui, mais il ne faut pas l'avouer. Si moi, je te demande de garder ma maison et que tu m'avoues qu'il y a 3 personnes qui sont rentrées dedans et qui naviguaient comme ça sans que tu puisses strictement rien faire, je te dirais, écoute, on a un problème. Oui, mais là, je ne suis pas d'accord forcément avec toi, David, parce qu'en fait, aujourd'hui, on a mis les Foo Fighters, là. On se souvient du cover-up avec le projet Blue Book, etc., que l'armée américaine, que le gouvernement essayait de garder. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui existe, c'est Internet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors il y a à boire et à manger, mais l'information, elle se diffuse. Aujourd'hui, je ne sais pas comment on peut faire pour garder quelque chose de secret. C'est impossible quand même aujourd'hui. Je ne vois pas l'armée ou le Pentagone, surtout que là, tu as le New York Times qui est pas con aussi, tu vois, qui va aller chercher quelque chose. Alors soit on est dans le grand complot et la grande manipulation mondiale de la part des États-Unis.
qui a des radars, qui a des télescopes, qui a envoyé des gens depuis 60 ans quasiment dans l'espace, qui a une fantastique montagne de données sur l'espace, sur le contrôle de tout ça. C'est pas des gens avec un caméscope, et encore, je parle caméscope ou téléphone portable depuis une vingtaine d'années, grand maximum. Ces gens-là ont des données extraordinaires. Donc, qu'ils cachent quelque chose, à mon sens, si c'est en lien avec la sécurité du territoire, je pense que c'est tout à fait possible. Et maintenant, le fait qu'il dévoile certaines choses m'interroge. Est-ce que tu n'es pas certain, finalement, ou est-ce que tu imagines pas, David, que finalement cet aveu vient du fait que les Russes disent c'est pas nous, les Chinois disent c'est pas nous, personne dit c'est nous. Parce que la première des pensées pour le gouvernement américain, c'est que font les Chinois, que font les Russes. Aujourd'hui, on voit bien que ce sont les deux empires qui peuvent faire, si je peux appeler ça des empires encore, mais en tout cas, qui peuvent faire peur aux Américains. Donc, si tout le monde avoue sur la planète, c'est pas nous, on a la même chose, parce que ce que vivent les Américains, j'imagine que les Chinois le vivent aussi. J'imagine même que nos bateaux français et nos centrales françaises, on l'a bien vu en 2014 avec ces fameux Drovny, sont survolés par ces engins qu'on n'arrive pas à identifier. Ça, je te le confirme. Voilà, donc il n'y a pas les seuls. On a bien vu quand même. Moi, je veux bien que, effectivement, c'est bizarre que le Pentagone et l'Amérique disent on ne sait pas ce que c'est, on est survolé par des choses qu'on ne maîtrise pas, mais ils ont quand même fait venir le GEPAN. Il n'y a pas longtemps, le patron du GEPAN qui est allé faire une conférence aux États-Unis pour expliquer comment eux géraient la chose. On voit bien que cette NASA, elle est peut-être un peu pas cette NASA, ce Pentagone, cette armée américaine, ce gouvernement américain. Il y a encore un sénateur là qui a pris la parole en disant on se fout de nous, mais on a la sensation qu'il y a un aveu de faiblesse, mais même pas. Mais qui les dépasse, c'est-à-dire que ça les dépasse. Il y a une pression du public américain, il y a une pression de la population américaine aussi. Ou alors ils jouent de cet aveu de faiblesse. Moi, je rejoins un peu David, c'est-à-dire que j'ai tourné autour de ce sujet sur mon livre. Pourquoi sommes-nous en danger si certains ne comprennent pas le titre? C'est parce qu'on pilonne aujourd'hui là-dessus, que ce soit la NASA, que ce soit la Navy, que ce soit l'Air Force ou le Pentagone, c'est le phénomène est réel et il est dangereux. Maintenant, moi, je m'interroge parce que de toute façon, ils ont des tas de détails, des tas de renseignements, des tas de rapports sur ce phénomène depuis les années 40 et même avant. Et on a l'impression qu'ils découvrent ça aujourd'hui en disant « Ouh là là, il y a quelque chose de bizarre ». Ça me paraît un peu étrange, parce que même la NASA, qui est l'organisme qui scrute le ciel, sait très bien ce qu'il en est. Il y a quelque chose, enfin, c'est mon point de vue, il y a quelque chose derrière cette espèce d'agitation qui me paraît un peu étrange. Mais moi, où je suis... moins sceptique que vous, c'est que on voit des gens qui commencent à parler. Je revenais sur Nathalie Cabrol tout à l'heure, donc que j'ai évoqué quand même, qui dit il va falloir qu'on fasse avec ça. Il y a une réalité de la vie extraterrestre. Donc, est-ce qu'ils peuvent encore cacher quelque chose? Ils sont obligés d'aller dans le sens du public et de l'opinion publique. Il est certain que depuis 2017, avec les révélations de New York Times, ça a décontracté beaucoup de gens. Scott Bray, dont je parlais tout à l'heure, responsable de la Navy, le disait. On a de plus en plus d'observations, sans doute parce que nous travaillons par rapport à notre personnel et nos soldats, c'est-à-dire qu'on ne les culpabilise plus. On les encourage à témoigner. Donc je pense qu'il y a une vraie décontraction qui est venue. Mais en même temps, on voit de toute façon depuis tant d'années le jeu des pouvoirs par rapport à ça. Je crois que la question est légitime, de se dire y a-t-il une autre intention derrière tout ça? Et j'ai la faiblesse de penser. Quelque chose qui est intéressant aussi, la science s'intéresse relativement peu en fait à ces phénomènes OVNI, mais il y en a quand même quelques-uns qui travaillent le sujet, alors avec des bases finalement relativement floues, mais au moins voilà, les OVNI vont très très vite, c'est-à-dire sont capables de passer d'une vitesse quasiment nulle à du 10-12 000 km/h, enfin des trucs de même fou. 74 000 ils ont vu, oui, j'ai vu ça aussi, en 2004.
C'est complètement fou. Donc, ces données scientifiques, si jamais, à partir du moment où vous avez des données, vous récoltez des données sur une technologie qui, a priori, vous dépasse de loin, vous imaginez quand même, à un moment, pouvoir éventuellement créer ces technologies, voire en tout cas l'utiliser. Donc, c'est pour ça que les militaires, je pense, ne donnent pas tout. C'est tout simplement parce qu'il y a peut-être des données qui sont intéressantes pour des recherches militaires, et évidemment, ils ne vont pas tout dire, quoi. Oui. Parce que ça pourrait servir aux autres. Je suis tout à fait d'accord avec toi, David, parce que je pense que il n'y a pas que l'interrogation, il y a aussi la convoitise qui rentre en jeu. Et moi, je le vois, c'est-à-dire qu'ils veulent s'emparer de cette technologie, ils veulent la maîtriser, pas la mépriser, la maîtriser, et c'est vraiment leur désir premier, en fait. On voit aujourd'hui avec le conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine que l'armement est au cœur de tout. Donc voilà, et que les Ukrainiens demandent des armes pour pouvoir se défendre. Et on voit bien que c'est ce qui fait que peut-être l'un des deux camps va gagner, c'est l'armement. Donc, et on sait très bien que les Américains ont peur, absolument peur, de l'ogre chinois, de l'ogre russe, etc. Et qu'il faut se défendre. Alors, Egon Krakl, vous le connaissez, c'est l'homme qui vient tous les mois, ou tous les 1 mois et demi, parce que des fois il est fatigué. Je ne suis plus un perdreau de l'année, Bob. Oui, mais tu m'as dit que tu préparais un dossier, là. Donc, oui, voilà, absolument, voilà. absolument. Et Egon est bien sûr dans la collection BTLV Mystère inexpliqué, l'auteur d'OVNI, Sommes-nous en danger? BTLV présente OVNI, Sommes-nous en danger? Le livre noir de l'ufologie. Le nouvel ouvrage d'Egon Krakl. Avec lui, plongé au cœur du plus grand mystère de l'univers, celui de la vie extraterrestre. À travers une enquête de plusieurs mois, Egon Krakl a découvert des dossiers OVNI inédits effrayants. Brûlures, perte de mémoire, irradiation, maladie, fatigue chronique. Et si la menace venait de l'espace? Depuis 2017, les renseignements américains sont en alerte. Que sont ces engins? Qui les pilote? Et pourquoi certains témoins en sont les victimes? Avec son nouveau livre, Egon Krakl revient sur des affaires inédites, inconnues, qui nous rappellent que nous sommes impuissants face à ces phénomènes. OVNI, Sommes-nous en danger? Le livre noir de l'ufologie aux éditions Maximilo, dans la collection BTLV Mystère et inexpliqué. Précommandez-le dès maintenant à tarif réduit et les frais de port offerts. Rendez-vous sur btlv.fr ou via le lien dans le chat. Voilà, effectivement, vous pouvez le commander sur btlv.fr. On vous offre donc déjà un prix intéressant et les frais de port sont donc offerts. Allez-y. Tout comme d'ailleurs celui de notre ami David avec Christian Doumergue. Ils ont fait Christian Doumergue surtout. Pardon? Et Christian Doumergue, évidemment. Oui, bien sûr. Mais laisse-moi le temps de le citer. Long, je n'ai pas le temps. Voilà, Christian Doumergue. On voit l'animateur, vous voyez ce que je veux dire, qui est David Gallet aussi, hein, voilà, qui veut... Bon, dans tous les cas, effectivement, ce sont 2 jolis ouvrages. On est en danger, parce que là, finalement, c'est le titre. Est-ce que est-ce que toi, par exemple, David, dans ce documentaire, Les OVNI du passé, est-ce que tu as vu un danger? Est-ce qu'il est mentionné un danger particulier quand ces êtres, nos ancêtres, ont vu ces choses? Non, je n'ai pas perçu vraiment de danger. On comprend qu'il y a de la fascination, encore une fois, de l'interprétation. Je pense qu'il y a de la peur quand on voit quelque chose soudain comme ça arriver dans le ciel. C'est de la surprise puis la peur. Mais assez rapidement, on a la sensation, encore une fois, des cas qu'on a pu étudier. Il y a très peu de description des sentiments des gens sur ce phénomène au moment où ils le voient, quoi. Donc c'est un peu compliqué là-dessus de dire si dans le passé, quand je parle du passé, c'est vraiment avant 1850. Hein. Ouais, bien sûr. Il y a très peu de description là-dessus. Quand sont les scientifiques, alors eux, ils sont glacieux, enfin ils sont vraiment très, très scientifiques, quoi. Ils observent et il y a encore une fois pas de sentiments. Donc je ne peux pas répondre vraiment clairement à cette question. Ouais. Par contre, il y a une chose qu'on n'a pas abordée, c'est que j'ai vu passer dans le chat, c'est le cas de Fatima, par exemple. Ouais. On l'a évoqué hors antenne. On l'a évoqué hors antenne avec Egon, effectivement, et on voulait en parler parce que le Fatima est un vrai ovni du passé. Hein.
Enfin, et donc, pour sans résumer, blasphémer. 1917, Portugal, apparition de la Vierge. Ouais. La Vierge donne rendez-vous le 13 octobre 1917, je crois, en disant il va se passer quelque chose, je ferai un miracle. Et effectivement, il y a des milliers de personnes qui vont assister à quelque chose dans le ciel qui sera décrit. Alors c'est assez marrant aussi parce que c'est assez différent suivant les témoignages, mais enfin globalement, voilà, des lumières de toutes les couleurs. Les gens vont sécher très rapidement alors qu'il pleuvait à seau quelques temps avant. Et puis il va y avoir ce qu'on appelle la danse du soleil. Là aussi, c'est un cas qui mérite qu'on s'y attarde un petit peu, même si voilà, moi je suis un peu distant avec ça. On s'y est attardé sur BTLV, on a déjà fait des émissions sur Fatima, mais là encore, et moi je suis allé à Fatima, j'ai voulu voir, je me suis dit il doit y avoir un petit truc, et il n'y a rien sur un ovni, hein, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur la bondieuserie, hein, c'est-à-dire pour le coup, je vous dis encore, je blasphème pas, je suis pas très bondieuse. C'est un centre commercial de l'église. Voilà, très bondieuserie, mais c'est un peu comme Lourdes, quoi, c'est-à-dire qu'en fait vous trouvez des statuettes de la Vierge Marie, etc. partout, donc on a totalement occulté le côté ufologique, et pourtant quand on regarde dans ton documentaire, ce soleil, ces disques ronds qui apparaissent comme ça, on a un lien très fort avec Fatima, Egon. Oui, absolument. Ouais. Mais il ne faut pas oublier effectivement que c'est un lieu très religieux. Donc, donc ce serait perdre beaucoup pour eux, simplement de caresser une autre hypothèse. Et puis, c'est comme Lourdes ou c'est comme tous ces endroits-là. C'est-à-dire que de toute façon, on fouille, on exploite sa spiritualité. On ne va pas emprunter d'autres voies. Voilà. Mais moi, je voudrais revenir juste à une chose par rapport à ces ovnis du passé. Vraiment, j'insiste là-dessus. Moi, j'ai toujours insisté sur l'aspect protéiforme du phénomène. Ouais. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a beaucoup résumé en disant bon, c'était soit des soucoupes, soit des cigares, soit des triangles, en gros. C'est faux. C'est faux. On a observé... on a vu une croix tout à l'heure. Des milliers d'objets, je dis bien des milliers d'objets hallucinants. Avec des formes différentes. Dans mon livre, je parle par exemple de l'observation de la feuillade en 54. C'est une croix dans le ciel. Notre pauvre témoin qui allait nourrir ses poules a été survolé par une croix faite de boules de métal qui tournaient dans la même direction. Il dit que c'était comme des billes qui dévalaient la même pente, mais c'est une croix. Je l'ai reproduit dans le livre. C'est une croix qu'il a survolée à 10 mètres au-dessus de lui. Moi, il était allé se confesser après. Hein. Non, il a eu cette phrase géniale et il dit je suis allé voir mes voisins, je me suis confié et mes voisins ont rigolé en me disant mais t'as bu et là il a une réponse géniale, il dit mais il était 8h du matin. Dans l'après-midi ou le soir peut-être, mais pas à 8h du matin. Bon, magnifique. Messieurs, on arrive au terme de cette soirée spéciale, les ovnis du passé. J'ai été ravi, bien sûr, de vous compter parmi mes invités. On rappelle la folle histoire des ovnis avec Christian Doumergue, enquête inédite, bien sûr. Fabuleuse. Voilà, fabuleuse histoire des ovnis aux éditions de l'Opportun. Super bouquin. Très, très joli bouquin. Vraiment. Et puis, on a également celui de Egon. OVNI, sommes-nous en danger? Merci David. Bon, c'est-à-dire qu'un jour vous direz que je suis bon, hein, c'est-à-dire que je serai gentil parce que moi je sors pas de bouquin, vous voyez ce que je veux dire, je fais votre promo. Mais voilà. Tout ça présenté par un super présentateur, voilà. Quand même. Voilà, quand même. Bon, en tout cas, je vous embrasse tous les deux très fort. Merci à vous de nous avoir suivis. Ça a été un vrai bonheur, bien évidemment, de vous préparer cette émission et de vous proposer. Et merci à David parce que pour des raisons de droit, on laissera que pendant une semaine cette émission sur YouTube. Voilà, c'est juste pour des questions de droit, bien évidemment. Donc profitez-en pour faire passer le message et pour regarder le replay. En mars, on aura une autre soirée un peu débat comme celle-ci avec Valérie Seguin pour parler de l'âme, etc. Donc merci à tous les deux. On vous embrasse très fort. Portez-vous bien. Salut.